Il y a un personnage qu'on voit pas souvent au village, qui généralement ne parle pas beaucoup et que pourtant on voit tout le temps en ce moment et qui pour une fois parle sans arrêt. C'est un type nommé Patrick, qui a la cinquantaine, qui élève des chevaux, des chèvres, mais surtout des chevaux. Au début, c'était pour lui une activité secondaire, mais il a été viré de son atelier de mécanique agricole sur un accident du travail et depuis, il prend des chevaux en pension dans tout le pays, ce qui le rend dingue, fou, depuis qu'on trouve des chevaux blessés un peu partout, mutilés, saignés, etc. Et ce type qui était la douceur même, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui aime ses animaux de manière presque maladive, se trouve tellement hors de lui en ce moment qu'il profère des menaces de mort carrément, ce qui ne lui ressemble pas. Quand il dit, moi c'est bien simple, j'ai emprunté des lunettes de vision nocturne à mon cousin, et dès que je chope un gus qui s'approche de mes chevaux la nuit, je lui tire dessus sans sommation. Ou plutôt, ajoute-t-il, si tu en parles dans ta chronique sur Internet, on peut considérer que c'est une sommation. Les mecs, ne venez pas, leur dit-il à travers moi, vous allez vous faire plomber. D'ailleurs, si tous les gens qui saignent les chevaux risquaient de s'en prendre une comme ça entre les deux yeux, crois-moi, dit-il, qu'il y aurait moins de candidats. Puis il a continué sur sa lancée, c'est pas valable que pour les gens qui torturent les chevaux. Hein. Par exemple, quand 10 jeunes en enlèvent un 11e pour le passer à tabac dans une cave de banlieue, si le soir même tu avais une alerte à la télé à l'intention des ravisseurs pour dire si on retrouve son cadavre, vous serez exécuté, eh bien il y aurait moins de candidats, de mecs comme ça pour tenter le coup, je te l'affirme. Là, j'interromps son petit délire sur ce thème pour vous raconter 2 ou 3 trucs corollaires. Tout ça se passait au café sur la terrasse de Campagnol. Notre homme prenait toujours un double café au lait, tout ça pour dire qu'il n'était pas alcoolique. Et ce matin-là, il se justifiait devant nous parce qu'on s'était tous fait la réflexion. Tu as bien changé, Patrick, il faut pas te monter la tête comme ça. Tu as très peu de risque de tomber sur un tortionnaire de chevaux dans les parages de Campagnol. Mais il a répondu, attends, je dis pas le contraire, je dis qu'il me suffit que lui sache par Internet que s'il se pointe pour saigner mes chevaux, il a toutes les chances de mourir d'une balle dans la tête, c'est tout. Mais il n'a peut-être pas Internet, lui dis-je, en essayant de garder un peu d'humour. Il m'a répondu ce truc incroyable qui donnait un peu la mesure de sa misère ou de son déclassement. Toutes les ordures en ce moment ont Internet. Et là, comme on voyait bien que cette fanfaronnade n'était pas seulement une réaction à chaud, on lui a arraché 2 ou 3 mots d'explication plus générale et Gustave a prêté l'oreille à ce qu'il disait avec un intérêt particulier qui lui a fait dire après coup, c'est dommage que Patrick n'ait aucune formation ni fait aucune étude parce qu'il est quand même très intelligent. Il y avait là le petit Vladimir, l'abonné au Monde, il y avait aussi une infirmière qui achetait des cigarettes au bar et qui avait l'air de connaître cet homme aux chevaux et qui était assez d'accord avec ce qu'on disait de lui. Alors ce qui a justifié ce jugement favorable de Gustave, c'est le fait que Patrick ait tiré de la situation, de son propre comportement, du comportement animal aussi, des réflexions assez profondes à la veille de ces journées gilets jaunes. Au début, on lui a dit, en gros, il faut pas te mettre dans un état pareil pour un risque statistique aussi faible. Et il a répondu, mais c'est pas que ça. Ça vient en plus de tout le reste. Le confinement l'a fusillé mon business complètement. Les gens n'ont pas pu se déplacer pour me confier leurs bêtes. Les Anglais et les Hollandais qui faisaient monter leurs filles à cheval ne sont pas venus non plus. Mon véhicule est tombé en panne avec ces connards du contrôle technique en plus qui te disent je vous mets une contre-visite, c'est rien, c'est les rotules de suspension. Ça coûte 10 € plus la main d'œuvre. Tu parles. Sur mon Ford, justement, on peut pas enlever juste la rotule. C'est tout le bras de suspension, résultat 500 €, comme ça, presque à la moitié du prix de la bagnole. Donc j'ai fait moi-même la réparation, j'étais épuisé évidemment, les mecs te disent c'est pour votre sécurité, en fait pour passer le contrôle. J'aurais donc pas dormi pendant toute la nuit qui a précédé pour faire la réparation dans ma fosse. Alors tu parles de sécurité, le lendemain je dormais littéralement au volant sur la route de Villeneuve. Et là, il nous a donné l'explication de sa violence inhabituelle. Il nous a dit, ou plutôt il a dit à l'abonné au Monde qui se trouvait là et qu'il le considérait comme responsable de tous ces maux parce qu'il était proche du gouvernement, en tout cas de ses thèses. Tu vois, les gens pas méchants comme moi, eh ben c'est un peu comme les chiens, les renards, les sangliers, les rats. Normalement, ils ont tendance à fuir, ils cherchent pas l'affrontement, ils le refusent. Mais là, ces connards ont choisi de faire un truc qu'aucun dompteur, aucun dresseur, aucun chasseur ne fait jamais. Ils ont fermé toutes les portes, toutes les issues. La fuite est impossible. Ils coincent les gens comme ça, comme des bêtes au fond d'un box ou d'une cage, à coup de dernier avis avant saisie, de rappel d'impôt, de radar, de contrôle technique à la con, de notes d'eau. Hein. Je te signale que j'ai 300 € d'abonnement cette année pour l'eau, alors que je fais boire mes bêtes à la rivière. Et là, la seule chose qu'ils vont obtenir, c'est que le peuple ne pourra plus sortir de la nasse autrement qu'en leur marchant dessus. Il va les piétiner, il va les mordre comme un chien ou comme un rat qui te mord au fond de sa cage quand il n'a pas d'autre issue.
Gustave a dit, dis donc, te voilà devenu gilet jaune, donc. Et l'autre a répondu, oui, oui, les gilets jaunes sont coincés comme moi. C'est pareil, ça leur tombe dessus de tous les côtés. Ils ont pas un rond, ils ont plus de travail. Leur chômage partiel, c'est fini dans un mois. Donc, quand ils voient ces salauds là à Paris qui décident de te faire porter un masque en sortant de l'écurie, qui t'interdisent le diesel et qui veulent t'envoyer en formation à 50 ans pour devenir manutentionnaire à Toulouse, et ben, les mecs comme moi, ils montent à la préfecture avec une fourche à la main et c'est normal. Là, l'abonné au Monde a fait son esprit fort, évidemment, comme d'habitude, en disant oh, ben, c'est pas de prendre une amende de 135 € et de passer 24 heures en garde à vue qui va arranger ton cas. Et là, Gustave a voulu intervenir pour dire quelque chose, mais l'autre a dit la même chose avant lui. Il a dit passé un certain point, t'as pas compris un truc, c'est que les gens ne veulent plus trouver un moyen de fuir, ils veulent plus faire sauter les 135 € en appelant leur beau-frère qui travaille à la préfecture, ils veulent carrément raser les locaux, détruire le prédateur. 135 € c'est bien gentil, mais si tu t'attaques aux ordinateurs, à la société de recouvrement, si tu démontes les centres de contrôle technique, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient l'armée? Alors là, l'abonné au Monde a répondu, dis donc, si tu prends de la violence, il faut pas t'étonner de la réponse aussi. Non, non, a dit Patrick, jusqu'à nouvel ordre, il y a un premier agresseur en France, c'est l'État, qui vient te faire chier partout, et les gens ont été délibérément agressés dans leur vie quotidienne, leur vie de tous les jours, leur cours de ferme, c'est très récent. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, la violence vient de l'État dans tous les domaines. D'abord, elle t'impose celle des voyous auxquels il faut pas toucher. Ensuite, les manifestations, les réunions syndicales, tout ça, les défilés de gilets jaunes sont encadrés maintenant par des gens qui ont des fusils d'assaut autour du cou. Les flics arrêtent les gens au péage d'autoroute parce qu'ils ont un gilet jaune dans le coffre, alors que c'est obligatoire. Ils t'arrêtent si tu as un tournevis dans la boîte à gants. Et parallèlement, les dealers se promènent, eux, avec des calaches tranquilles. Oui, j'ai ajouté, là, c'est un peu vrai ce qu'il dit. Hein. Surtout que maintenant, on se fait arrêter parce qu'on porte pas son masque en allant aux toilettes. Alors que parallèlement, je vous rappelle que ça égorge un peu dans tous les sens en ce moment. Moi, c'est bien simple. Le masque, l'aurais-je dit, je le porte ici. Comme ça, au moins, je suis protégé contre les égorgeurs, à défaut du virus. Eh bien, que n'avais-je pas dit? Parce que ça a fait entrer dans la conversation à propos du fameux masque notre infirmière qui avait ses cigarettes à la main, ses clés de voiture et qui portait le masque justement puisqu'elle se conformait aux règles de sa profession en allant chercher du tabac à l'intérieur du café avec le masque. Gustave lui a dit, avec tout ce que tu fumes, toi, de toute façon, tu ne peux pas attraper le Covid, c'est connu. La Covid, a dit l'abonné au Monde. Le Covid, a répété Gustave, qui a observé, c'est marrant, tout le monde à droite dit le, mais les gens de gauche, bien domestiqués, ont changé de genre en 24 heures parce que le gouvernement l'avait dit, et l'académie aussi, qui est incapable de faire accorder le pronom relatif en genre et en nombre dans les discours officiels, et qui laisse les ministres comme l'horrible Bachelot dire les mesures sur lesquelles on va voter demain, mais qui vient emmerder l'Académie sur le genre d'un syndrome dont le nom est un acronyme anglais. Haha, très drôle, a dit l'abonné au Monde. Et là, l'infirmière, toujours en faisant mine d'être pressée, s'est appuyée sur un coin de table et elle a dit il faut reconnaître qu'indépendamment de la nicotine qui fait que je ne peux rien attraper, en effet, sauf le cancer du poumon, mais ça ils le disent pas, que la nicotine protège, nous n'avons plus aucun cas de détresse respiratoire à l'hôpital de Villeneuve, au point où nous en sommes, ils vont finir par nous en envoyer d'Albi pour éviter la honte. Ne te plains pas, lui ai-je dit, il y a une recrudescence d'urgence à Marseille en ce moment, enfin c'est ce qu'ils disent, il paraît que ça a doublé. Gustave a dit, oui, ils sont passés de 6 à 12. Ça s'est doublé aussi. Et l'infirmière a répondu, tu veux me tenir ça? Et elle a allumé une cigarette en enlevant son masque, ce qui prouvait qu'elle avait 3 trucs à dire de plus. Moi, je me réjouissais évidemment, mais le lecteur du Monde avait l'air un peu inquiet. Et du coup, le petit Vladimir, notre charpentier ukrainien, biélorusse, etc., s'est attardé aussi pour écouter ce qu'on disait. Attends, c'est quand même dingue, a dit l'infirmière, ma fille est asthmatique, j'ai montré tous les certificats, au bout d'une heure, sous le masque, elle fait une crise, du coup elle le porte sous le menton, mais l'autre jour, un prof de maths en classe lui a dit, pas question, résultat, Ventoline, tout le bazar, elle s'est carrément sauvée de l'école, elle est rentrée toute seule à la maison en prenant le bus, ce dont j'ai horreur, alors je vois le coup qu'un jour ou l'autre, quand t'attends le bus comme ça, sans masque, en race campagne, tu vas voir un hélicoptère de la gendarmerie qui va se poser dans le champ d'à côté. Ne ris pas, lui, il faisait ça sur les plages au printemps. Et l'infirmière a continué. Moi, je ne sais pas si tu as suivi, mais le ministre de la Santé, ton ministre, l'ai-je interrompu,
Et là, je vous montre pas le geste qu'elle a fait. Le ministre de la Santé, donc, a exigé la réunion du Conseil d'État un dimanche pour essayer de faire annuler l'assouplissement qu'avait prononcé très imprudemment le tribunal administratif, je ne sais plus où, à Lyon ou à Strasbourg. Oui, oui, c'est ça. Donc il y a un moment où tu te dis, c'est pas possible. D'abord, il l'a pas fait seul, hein, a-t-elle dit, c'est le président, ce taré, qui l'a exigé. Et ils ont absolument voulu faire cette annulation un dimanche matin. Ils obéissent tous les deux donc à des ordres venus de plus haut, le président aussi, hein, quelqu'un tire les ficelles. Ah, a dit l'abonné au monde, revoilà le complot. Et Vladimir a dit, non, 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 pas le revoilà, le complot, il est là depuis le début. Tu connais l'histoire de Loukachenko? Eh ben, c'est édifiant. Et il nous a dit, voilà un mec qui est dictateur, enfin tout ce que tu veux, mais qui dit chez nous, pas de confinement et pas de masque depuis le début, sauf si les gens veulent, mais en tout cas on n'a rien imposé. Eh ben, on voit le résultat, a dit l'abonné au monde. Et là, le petit Vladimir a envoyé avec sa clé un signal magnétique vers son Mercedes Vito, qui était garé en double fil. Ça veut dire qu'il avait envie de développer un peu son propos, et il a dit à la cantonade, vous voyez Albert là, il vous fait à domicile le propagandiste, il répète tous les bobards du journal Le Monde, de LCI, de France Inter. Déjà, il vous dit que les Biélorusses ont de mauvais chiffres de morts du Covid parce qu'ils ne portent pas le masque et qu'ils n'ont pas été confinés à cause du méchant Loukachenko, alors qu'ils ont 6 fois moins de cas que la France par habitant et 8 fois moins que les États-Unis et 10 fois moins que les Belges. Mais surtout, a-t-il continué, le méchant Loukachenko, le fameux dictateur, se pointe à la tribune l'autre jour et il raconte quoi? Il raconte tranquille que le Fonds monétaire international lui a téléphoné pour lui dire si vous acceptez d'imposer le masque à votre population, je vous file du fric. 1 milliard. 1 milliard pour faire porter le masque. Du coup, maintenant, on connaît le prix de l'arnaque. Ça veut dire on vous donne de l'argent, mais vous êtes gentil, vous arrêtez de remettre en cause notre opération de soumission des peuples, qui nous arrange un peu pour d'autres raisons, et ça nous arrange pas trop que vous compromettiez l'opération. On avait du projet, quoi, en gros. On voulait, par exemple, vous fourguer un vaccin. Et là, l'abonné au monde n'a pas pu s'empêcher de dire, non, non, c'est pour que vous arrêtiez de tuer votre peuple, c'est pour ça. Attends, 60 malades par million d'habitants contre 500 pour la France, qui a pourtant confiné, masqué, emmerdé tout le monde pour un résultat donc 5 fois moins bon. Tu peux vérifier, vous pouvez tous vérifier, nous a-t-il dit. Et là, Gustave a dit, il va te répondre qu'on n'est pas sûr de ces bons chiffres, puisque c'est une dictature. Et là, l'abonné au monde a dit exactement. Et là, l'infirmière est intervenue, vous n'avez rien compris, c'est pas qu'il minimise les chiffres en Biélorussie, c'est qu'il les augmente chez nous. Par exemple, tu te demandes pourquoi les Belges ont le double de tout le monde, c'est parce qu'ils appliquent trop bien les consignes. Un peu connement, mais c'est quand même des Belges. Dès qu'ils ont pu classer un cancéreux ou un cardiaque comme mort du coronavirus, ils l'ont fait, comme on leur a dit, mais sans finesse. Ils ont forcé un peu sur le procédé, quoi. Résultat, le double de morts par million d'habitants par rapport à la France et les premiers au monde. Alors là, j'ai dit, ne me dis pas que ça se passe comme ça à l'hôpital de Villeneuve. Ben non, justement, nous, on n'a pas eu un seul cas depuis le début parce qu'on a une direction qui n'est pas composée de couilles molles. Surtout que chez nous, c'est une femme qui dirige le service. Donc, sérieusement, quand il y avait des cas nombreux dans des petits hôpitaux, il y a 2 ou 3 mois, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, le médecin-chef du service concerné, nous dit-elle, passait à la télé, tout simplement, le jour d'après. Donc, le mec était ravi. Du coup, si tu mettais une étiquette Covid sur 4 patients morts d'autre chose, t'avais droit à FR3 régions. Voire mieux, le débat sur LCI, en fin de semaine. Là, il parlait du cluster, il disait mon cher confrère, etc. Attends, je lui ai dit, tu peux pas quand même inventer un diagnostic post-mortem à partir de rien. Non, non, c'était pas à partir de rien. Ils faisaient des tests dans le nez des morts, et s'ils étaient positifs, même s'ils arrivaient sur un brancard après un accident de voiture, paf, mort du Covid. Non, tu exagères. Il paraît qu'il y a plein d'hospitalisations en réa à Marseille. Oui, le mec arrive pour une crise cardiaque, il est testé positif, allez hop, Covid aussi, réa Covid. J'exagère à peine. En plus, les tests, c'est n'importe quoi. Nous a-t-elle dit, on vient d'apprendre que le laboratoire Roche venait de sortir un surtest qui permettait de distinguer la grippe simple du Covid. Ça veut dire qu'avant, en avril, par exemple, ils ont tout mélangé. Ils ont mis les uns avec les autres. Donc moi, je dis que la moitié au moins des gens sont morts d'autre chose et que tout le foin qu'on a fait vient de 2 trucs. 1, ça va dans le sens des intérêts mondiaux, capable de téléphoner à un dictateur pour lui dire si vous marchez dans la combine, on vous file 1 milliard. Et 2, ça aurait jamais été possible si on n'avait pas à la tête des services d'infectiologie des mecs complètement avides de reconnaissance personnelle qui mouillent dès qu'ils voient une caméra.
Alors là, Gustave a fait observer un peu doctement, mais avec humour, que de même qu'une chef de service ne saurait être traitée de couille molle, on ne pouvait pas dire non plus qu'un chef de service mouille, même si les circonstances étaient très favorables. Et nous en sommes restés là provisoirement, du coup vous aussi, mais à bientôt, merci.